Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos tutoriels sur la chaîne. Une série de tutos vidéo sur Shotcut. Ça fait un bout de temps que je parle de cette série de tutos que je vais lancer et puis bah voilà, ça y est, c'est parti. Donc dans cette première vidéo, on va revoir un petit peu ce qu'est Shotcut, c'est-à-dire que je vais présenter le logiciel une nouvelle fois, et parce qu'il y a des choses qui ont changé et tout. Et puis au fur et à mesure des vidéos qui suivront, on verra en fait comment l'utiliser, comment faire des effets avec, comment faire tout un tas de manipulations sur les vidéos avec Shotcut. Alors Shotcut, c'est quoi? C'est un logiciel de montage vidéo. Alors je dis bien montage vidéo, c'est pas du compositing, c'est pas un logiciel de compositing. After Effects est un logiciel de compositing. C'est-à-dire qu'avec un logiciel de compositing, on part de rien, on peut partir d'une image noire ou blanche ou ce qu'on veut, et puis ajouter des différents éléments dessus, que ce soit des formes géométriques ou des particules ou des effets, pour obtenir en fait une vidéo. Shotcut, lui, c'est un logiciel de montage, c'est plutôt comme Adobe Premiere ou Sony Vegas. C'est-à-dire qu'on va lui importer des vidéos qui existent déjà, donc des vidéos ou des images ou des sons ou des musiques. Et puis on va, avec Shotcut, faire des coupes là où on a besoin de faire des coupes. On va réajuster, réagencer les différents éléments sur une ligne de temps pour obtenir une vidéo au final qui correspond à celle que l'on souhaite créer. Donc un logiciel de montage vidéo permet en fait de créer une vidéo à partir d'éléments qu'on a déjà, alors qu'un logiciel de compositing permet de faire plus de choses. Il permet de composer en fait des images, composer des médias. Donc le logiciel de compositing, c'est plutôt After Effects, c'est plutôt Natron, c'est plutôt ce genre de choses. Là, on est vraiment sur du montage vidéo. Donc il faut déjà avoir des vidéos pour travailler dessus, c'est mieux. Après, on peut quand même faire quelques petites choses à partir de rien, mais ça reste très très limité. Shotcut, donc c'est un logiciel de montage vidéo. Il est gratuit. Alors ici, c'est marqué Shotcut is free. Free, c'est pas dans le sens gratuit, c'est dans le sens libre. C'est-à-dire que c'est un logiciel libre. Et comme il est libre, il est aussi gratuit. Ça va pas forcément ensemble, ça va pas toujours forcément ensemble. Des fois, ça peut être libre et pas être gratuit. Des fois, c'est gratuit et c'est pas libre. Là, c'est le cas dans les deux. Là, c'est le cas pour les deux sens du terme. Donc, c'est gratuit et c'est libre. C'est open source, c'est-à-dire que les sources du logiciel sont disponibles. Ce qui fait que même si un jour l'auteur disait j'en ai ras-le-bol, j'arrête de développer Shotcut, n'importe quel autre programmeur motivé pourrait tout à fait prendre les sources et puis dire bah, je continue à ta place, et puis comme ça les utilisateurs continuent d'avoir le logiciel. Ça peut aussi dire que n'importe quel autre développeur peut prendre les sources et puis faire une autre version de Shotcut, et puis en disant que c'est une version de Shotcut différente, mais que ça c'est bien un Shotcut à la base, et puis partir peut-être après vers une autre direction en termes de développement du logiciel. Mais ça c'est en fait la garantie que le logiciel sera toujours disponible, bah, c'est un petit peu la garantie qui dure longtemps, quoi. Cross-platform, ça veut dire qu'il est disponible sur plusieurs systèmes d'exploitation. Windows, macOS et GNU Linux. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que ça veut dire que si vous êtes sous Windows, vous pouvez utiliser Shotcut. Si vous décidez de passer sur Mac ou sur GNU Linux, vous pouvez continuer d'utiliser Shotcut. Vous n'avez pas besoin d'apprendre un nouveau logiciel de montage vidéo. Vous pouvez utiliser le même logiciel. Il est disponible sur tous les systèmes d'exploitation que j'ai dit. Donc pareil, à l'inverse, si vous êtes sous Mac, vous pouvez utiliser Shotcut. Et puis le jour où vous passez sous Windows parce que vous en avez ras-le-bol du Mac, eh bien vous pouvez continuer d'utiliser Shotcut avec les mêmes fonctions, vos mêmes habitudes, sans aucun problème. Et pareil, si un jour vous passez de Windows ou de macOS à GNU Linux, ou de GNU Linux à Windows ou macOS, eh bien pareil, vous pouvez utiliser Shotcut dans tous les cas. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui est très pratique quand c'est cross-platform. Ensuite, Shotcut, alors, tac, Shotcut, ça fonctionne avec FFmpeg. C'est-à-dire que FFmpeg, c'est le truc qui... C'est un soft
en ligne de commande normalement qui permet de convertir à peu près tous les formats vidéo et un paquet de formats images et de fichiers son en n'importe quel autre format vidéo, images et son. Et ça, Shotcut s'en sert pour importer les vidéos, les images et les sons. Et ça, c'est très très bien parce que FFmpeg est souvent mis à jour, il est assez puissant, il y a à peu près tout et il est gratuit et open source. Et donc, ça permet en fait à Shotcut d'ouvrir quasiment tous les formats vidéo, images et sons que l'on a de disponibles en ce moment. Donc, et même quand il y en aura des nouveaux et que FFmpeg les prendra en compte, Shotcut suivra le mouvement forcément. Donc ça c'est très bien parce qu'en fait, quand on prend un logiciel de montage payant, on paye pour avoir le logiciel en l'état, de la façon qu'il a été conçu à ce moment-là. Et puis ensuite, s'il y a un nouveau format vidéo qui sort ou un nouveau format d'image ou de son, et puis que ça n'a pas été prévu par le logiciel que l'on a acheté, on est embêté parce qu'en fait on ne peut pas importer ce fichier. On est obligé de mettre à jour en fait le logiciel et des fois il faut payer. Alors que là en fait, c'est mis à jour automatiquement, c'est gratuit, tout est gratuit, tout est, on n'a rien à gérer en fait. Et dès qu'il y aura un nouveau format, en fait, on sait qu'il sera sans doute pris en compte assez vite dans Shotcut. Donc FFmpeg c'est très bien. Et en plus c'est assez efficace. Ça fait du 4K. C'est un peu le cas de quasiment tous les logiciels de montage vidéo maintenant, dès qu'ils veulent être un peu pro. Ensuite, il y a pas mal de formats. Ça capture les webcams au besoin, même si je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Ça capture l'audio, pareil, je ne l'ai pas utilisé, mais je sais que ça fonctionne. Ensuite... on peut ajouter du texte, on a plusieurs types de générateurs, c'est-à-dire, comme j'ai dit, on peut partir de rien du tout et quand même obtenir quelques petites choses. Et bien c'est ça, hein, c'est le fait d'ajouter du texte, d'ajouter des compteurs et d'autres petits trucs comme ça, en début de vidéo par exemple, ou au milieu. Ensuite, ça peut exporter en image ou en vidéo. Ça gère le canal alpha. Ensuite, il y a plusieurs paramètres pour le son. Donc, c'est pas mis de côté le son. On a plein de choses. On a le contrôle du volume. On a quelques effets. Bref, il y a un peu de tout. Et puis, quelques effets vidéo aussi. Enfin, je dis quelques effets. Il y a un paquet d'effets vidéo. Donc, c'est un logiciel qui est quand même assez complet. Il n'est pas encore aussi complet qu'un Adobe Premiere, mais... Comme j'ai dit, il est gratuit, il est libre, et puis il évolue beaucoup et assez vite. Là, au moment où j'enregistre, il y a une nouvelle version qui est sortie, la 19.06, la 19.06 qui est disponible ici, pareil, toujours sous Windows, Mac et Linux. Et puis, normalement, j'avais déjà enregistré ce tutoriel, mais avec la version précédente, c'est pour ça que je recommence tout avec cette version. La dernière version donc a rajouté quelques petites choses dans la ligne de temps, les images clés aussi ont été un petit peu revues. Il y a en fait plusieurs fils qui ont été renommés. Donc il fallait vraiment que je refasse ma vidéo. Ensuite, il y a eu d'autres changements. Alors j'ai pas tout encore regardé parce que elle est sortie assez récemment. Et puis il y a beaucoup de choses, vous voyez. Il y a eu pas mal de corrections de bugs, et puis il y aura encore d'autres versions qui vont sortir de toute façon. Donc au fur et à mesure, on verra ça. Le logiciel continue d'évoluer. Si on regarde ici, roadmap, voilà. Ça, c'est tout ce qui est prévu d'ajouter en fait dans le logiciel. Et ça, c'est ce qui est prévu d'ajouter plus rapidement dans le logiciel. Donc il y a des transitions qui manquent, ils vont les ajouter. Ils vont ajouter les sous-titres normalement. J'ai vu ça quelque part ici, les sous-titres. Ça va être ajouté. Ensuite, il y a plein d'effets en fait. Plus ou moins intéressants, des choses qui sont plus ou moins... qu'on a envie d'avoir plus ou moins vite, qui vont être ajoutées dans le logiciel. Donc c'est vraiment un logiciel qui évolue constamment.
Et donc Shotcut, vous pouvez le télécharger gratuitement depuis ce site, depuis le site officiel shotcut.org. Vous allez dans Download. Et si vous êtes sous GNU Linux, c'est là. Si vous êtes sous Mac, c'est là. Si vous êtes sous Windows, c'est là. Et puis vous voyez qu'en fait à chaque fois vous avez les liens. Le lien pour l'installer ou le lien en portable si vous voulez avoir juste un fichier pour mettre sur une clé USB par exemple. En 64 bits ou en 32 bits, suivant ce que vous avez besoin, suivant votre système d'exploitation. Même si maintenant, quasiment tout le monde est en 64. Ensuite, le code source, il est disponible ici, comme j'ai dit. Les anciennes versions sont ici. Et ici, c'est les infos sur les mises à jour. Donc, on va le lancer tout de suite, Shotcut. Donc, je vais peut-être pousser ça. Je vais me mettre comme ça. On va mettre ça de côté. Le voilà, Shotcut, il est installé, il est ici. Donc, on le lance. Comme j'enregistre en même temps, il va peut-être être un peu plus long à se lancer que la normale. Normalement, il se lance assez vite sur mon ordinateur, mais là, j'enregistre en même temps. Et j'ai le Discord d'ouvert aussi. Donc, j'utilise pas mal de choses. Et j'ai des trucs qui tournent en fond. Donc, ça risque d'être un petit peu long. Je sais pas, je ferai peut-être une coupe. Je pense pas. Je pense pas faire une coupe dans la vidéo, on verra. Je vais en profiter pour ouvrir le dossier dans lequel j'ai des vidéos de test. Voilà, parfait. Donc, aujourd'hui, là, cette vidéo-là, c'est la présentation. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en fait la première chose qu'il faut faire quand on ouvre Shotcut. La première chose que je vous conseille de faire quand vous ouvrez Shotcut. Comme j'ai dit, là, il est un peu lent. Voilà, ça y est. Je vais le mettre à la bonne taille. Voilà, la première chose que vous devez faire, c'est ça. Vérifiez ici. C'est marqué, vous utilisez la dernière version de Shotcut. Si vous n'avez pas fait gaffe à ce genre de choses, vous pouvez aller dans Aide et faire mettre à jour. Et ça vous réaffiche la petite phrase. Vous utilisez la dernière version de Shotcut. On peut cliquer dessus, ça vérifie en fait si effectivement on utilise la dernière version de Shotcut. C'est très important de vérifier ça. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui se met souvent à jour. Et c'est mieux d'avoir la dernière version disponible. Parce que la dernière version disponible corrige les bugs, la dernière version disponible ajoute des fonctions. Donc il y a toujours en fait le besoin d'avoir la dernière version possible. Deuxième chose, c'est ce petit encart là, ce petit truc là, c'est lui c'est lui qui doit attirer votre attention le plus. C'est le nouveau projet. C'est la première chose que vous allez devoir faire que vous allez devoir régler quand vous faites un nouveau projet. Ici, vous avez le dossier des projets. C'est là où vos projets Shotcut sont enregistrés. Moi, ici, ils sont enregistrés sur le disque D, dans blog, dans vidéo. Ça peut être ailleurs, ça peut être autre chose. Vous cliquez là-dessus et vous spécifiez où est-ce que vous voulez enregistrer vos dossiers. Le nom du projet, c'est pas essentiel. Mais c'est plus intéressant quand même de mettre un nom de projet. Donc ici, je vais appeler ça série sur Shotcut. Alors, je mets des petits tirets en fait, mais à la place des espaces, mais c'est pas nécessaire. Sauf que j'ai pris cette habitude-là en fait. Ça évite des soucis parce que certains logiciels vont mal comprendre en fait les espaces ou les caractères spéciaux. Donc j'ai souvent l'habitude de remplacer les espaces par des caractères soulignés. Donc ici j'ai mon nom de projet. Ensuite ici j'ai une mode vidéo. C'est probablement mis sur automatique quand vous allez ouvrir votre Shotcut pour la première fois. Automatique, comme c'est indiqué ici, ça signifie que la résolution et le débit d'image sont basés sur le premier fichier que vous allez ajouter au projet. C'est-à-dire que si vous faites un projet en laissant le mode vidéo automatique et que le premier élément que vous ajoutez dans votre projet, c'est une vidéo de 240 pixels sur 200 pixels par exemple, donc une sorte de carré, pas trop carré, et tout petit, minuscule, eh bien ça veut dire que tout votre projet aura cette même résolution. Et c'est assez dommage parce que si le premier élément que vous ajoutez dans votre projet, c'est une icône
ou un logo que vous voulez mettre dans un coin, ça va pas être bon. Disons que tout votre projet va être calé sur cette dimension-là et vous allez être embêté. Donc ici, c'est mieux d'indiquer en fait la dimension, la résolution et le nombre d'images de votre projet. Pour ça, vous cliquez là-dessus. Vous avez, alors il y a automatique, et ensuite vous avez plein de présélections. Vous voyez, on a du HD 720p, donc 720 progressif, donc c'est du 1280 par 720 à 50 images par seconde, 50 fps, frames par seconde. Ici, on a du HD 720p à 59,94 frames par seconde, donc des images par seconde. Ici, on a la même chose en 60 images par seconde. Ici, on a du 1080 interlacé à 25 images par seconde, ici 29,97, ici 23,80. Vous voyez qu'on a plein de réglages déjà faits. On a du SD NTSC, SD PAL, après Ultra HD, etc. Et puis, vous avez plein de réglages. Le réglage que vous allez utiliser n'est pas forcément là-dedans. Parce que là, en fait, il y a des pré-réglages, mais celui que vous voulez utiliser, il n'est peut-être pas là-dedans. Peut-être que vous allez vouloir utiliser du 1920 par 1080 alors, est-ce qu'il y a le 1920 par 1080 bah, c'est cela. Mais peut-être que vous allez vouloir utiliser du 12 images par seconde parce que vous faites peut-être une animation en 12 images par seconde. Ou peut-être que vous allez avoir besoin du 800-600 à 25 images par seconde. Et oui, c'est pas dans le lot, c'est pas dans les pré-réglages. Donc tout en bas, ça sort de la capture, mais vous allez me croire par sur parole, puis vous le verrez en fait quand vous utiliserez le logiciel. Tout en bas, il y a marqué personnaliser. Et puis quand on est sur personnaliser, on peut aller un peu à droite et on a ajouter. Il y a un bouton ajouter, on clique sur le bouton ajouter et ça ouvre cette petite fenêtre. Ça, je l'ai déjà montré dans des tutos. Ici, vous mettez un nom. Alors ici, moi, j'avais mis 1280x 720-25. Ensuite, ici, vous mettez la résolution que vous voulez. Donc, par exemple, si vous voulez du 800-600, vous mettez 800-600. Si vous voulez du 1280, vous mettez 1280 et 720 si vous voulez du 720. Ensuite, le format d'image, vous mettez la même chose qu'au-dessus. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Mais par exemple, ça serait du 16 neuvième. 16 neuvième, ça marcherait aussi. Ici, je mets la même chose parce que comme ça, je suis sûr que ça fonctionne bien. Ici, le nombre d'images par seconde. Moi, j'ai choisi 25 images par seconde. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre 25. Vous pouvez mettre 30. Vous pouvez mettre 29,97. Vous pouvez mettre 50. Vous pouvez mettre 45. Vous pouvez mettre 60. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Même 12 images ou 6 images par seconde. Ici, progressif ou entrelacé. Et ici, l'espace colorimétrique, ça je vous conseille de ne pas y toucher pour le moment. Donc, pour YouTube, je vous conseille du 1280-720 progressif. Et ici, le nombre d'images par seconde, vous mettez en fait en fonction de votre besoin. Et votre besoin, c'est... Alors, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur OK. Et puis ensuite, tout en bas, ici, là, quand vous cliquez sur mode vidéo, tout en bas, dans personnaliser, vous aurez le truc qui est ajouté suivant le nom que vous avez mis et vous avez juste à cliquer dessus pour qu'il s'affiche ici. Pourquoi ici j'utilise du 25 images par seconde? C'est parce que je travaille généralement avec des vidéos qui sont en 25 images par seconde. Parce que c'est des trucs faits en 3D dans Cinema 4D. Ou alors ce sont des tutos vidéo que je suis en train de faire comme actuellement avec OBS, en 25 images par seconde. Et dans ce cas-là, c'est plus intéressant pour moi d'utiliser du 25 images par seconde. Ce nombre d'images par seconde, vous allez le choisir en fait en fonction de ce que vous allez utiliser dans votre projet vidéo. Par exemple, si vous avez enregistré tout un tas de vidéos en 60 images par seconde avec votre caméscope, webcam, caméra, téléphone, ce que vous voulez, une GoPro, n'importe quoi. Si vous avez que des vidéos en 60 images par seconde, c'est mieux de mettre 60 images par seconde. Comme ça, il n'y aura pas de conversion, en fait, du nombre d'images par seconde. Si vous utilisez que des éléments, que des vidéos qui sont en 30 images par seconde, vaut mieux mettre 30 images par seconde, pareil, pour pas qu'il y ait de conversion d'images par seconde. Si par contre, vous faites une vidéo en 30 images par seconde, et que vous utilisez des vidéos qui sont parfois en 30, parfois en 60, Shotcut va s'arranger pour que les vidéos en 60 images par seconde, il va les réduire à 30 images par seconde. Donc dans ce cas-là, c'est pas un problème parce qu'il va retirer des images, ça restera fluide. Par contre, si
vous avez que des vidéos de 30 images par seconde et que ici vous mettez 60, Shotcut va être obligé d'ajouter des images pour aller jusqu'à 60 images par seconde. Et dans ce cas, il va doubler simplement les images qu'il a à disposition et la vidéo va en pâtir. C'est-à-dire que vous allez avoir des trucs qui ne seront pas fluides parce qu'il y a en fait toutes les images qui sont doublées. Donc en fait ici, ce qu'il faut, c'est mettre le nombre d'images par seconde en fonction vraiment de ce que vous ajoutez dans votre projet. Si vous avez que du 60 images par seconde, vous mettez 60. Si vous avez que du 30, vous mettez 30. Si vous avez un mélange des deux, mettez la valeur des vidéos qui sont le moins, au mieux, hein, les vidéos qui ont le moins d'images par seconde. Donc par exemple du 30 ou du 25. Forcément, si vous avez une seule vidéo de 30 et plein de vidéos de 60, vous pouvez quand même mettre 60. Tant pis, le bout où il y aura une vidéo de 30 images par seconde, elle sera moins bien que le reste de la vidéo. Mais bon, il faut vraiment doser en fait ce nombre d'images par seconde en fonction de ce que vous allez ajouter dans votre projet. Le mieux, c'est de travailler avec que des éléments qui ont le même nombre d'images par seconde. Si vous enregistrez par exemple votre écran d'ordinateur sur un jeu vidéo, par exemple, pour un jeu vidéo, ou si vous utilisez votre webcam pour vous enregistrer, ou que vous utilisez en fait un caméscope, une GoPro, ou un téléphone, etc. Vérifiez en fait le nombre d'images par seconde qui est enregistré, et puis arrangez-vous pour utiliser que ce nombre d'images par seconde d'un début à l'autre, enfin du début à la fin de votre projet, afin de ne pas avoir justement de conversion d'images par seconde, parce que ça se passe généralement assez mal, surtout quand il faut rajouter des images et que vous ne les avez pas. Enfin, que le logiciel ne peut pas les rajouter, ne peut pas les inventer. Donc ici, moi je mets 25 parce que, comme j'ai dit, j'enregistre ma vidéo tutoriel en 25 images par seconde, et quand je fais des trucs en 3D, je le fais aussi en 25 images par seconde. Donc j'utilise que du 25 images par seconde. Mais mettez en fonction de ce que vous mettez dans votre projet. Ensuite, une fois que vous avez réglé tout ça, on clique ici sur début, tac, et puis c'est tout. Là, en fait, on a créé en fait notre projet, c'est-à-dire que ici, si on va dans le dossier qu'on a indiqué, alors moi c'est dans blog vidéo, il y a un nouveau dossier normalement, série sur Shotcut, voilà, série sur Shotcut, ici sur des blogs vidéo, il y a un dossier série sur Shotcut avec dedans un fichier MLT. Le fichier MLT, c'est le fichier que Shotcut a généré. En fait, le format MLT est le format qui est utilisé par un logiciel que Shotcut utilise. De la même façon que Shotcut utilise FFmpeg pour ouvrir les fichiers, les vidéos, les images, les sons, etc., il utilise en fait un autre truc qui permet de gérer un petit peu tout le moteur de Shotcut. C'est un petit peu le moteur de Shotcut et ce gros moteur enregistre au format MLT. Donc ça c'est enregistré, vous pouvez même faire fichier enregistré pour être sûr que ça enregistre bien. Vous voyez que ça enregistre bien, comme ça vous êtes sûr que c'est fait et que le fichier est bon. Une fois qu'on a fait ça, normalement, c'est bon, on peut commencer à travailler. Donc je vais arrêter là cette vidéo de présentation et puis on va passer à la prochaine vidéo où je vais expliquer un petit peu l'interface.